Je suis impressionné par le soin apporté à chaque détail dans ce jardin. Il est inconnu des touristes. J'ai envie de vous montrer aujourd'hui un nouveau quartier qui est très connu de tous les Japonais et malheureusement quasiment inconnu en dehors du Japon. C'est Shibamata. Nous sommes en plein cœur de Tokyo. En fait, pas tout à fait en plein cœur de Tokyo puisque nous sommes au nord-est de la ville. Et pourquoi ce quartier est connu? Tout simplement parce que c'est le décor de cinéma d'une série de 48 films. Et la série s'appelle Otoko wa Tsuraiyo. Et c'est l'histoire d'un héros, donc Monsieur Tora. Pas moi, hein. Tora-san. Vous pouvez voir sa statue ici et il regarde au loin sa sœur qui s'appelle Sakura. Et ce héros, en fait, c'est, comment dire, cette série, c'est l'histoire d'un héros malchanceux en amour et qui partage sa vie à travers la crise économique, ses problèmes sentimentaux, ses problèmes familiaux. Et pourquoi je vous emmène ici? Tout simplement parce que vous savez, Tokyo, c'est quand même une ville super animée, super bruyante. Et quand on a besoin de sortir de ce tumulte d'une vie agitée, on a quand même besoin de se retrouver peut-être au calme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un quartier rétro. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, on a l'impression de voyager dans le temps. Ici, je vous emmène dans une boutique typiquement rétro. Vous allez voir, il y a plein de friandises. Vous avez plein de choses. Alors ici, je vois des chocolats, vous avez des porte-clés. Ah tiens, vous avez plein de bonbons. En fait, j'adore l'ambiance ici. Tiens, par exemple, en fait, si vous voulez ramener des souvenirs de voyage, vous avez des assortiments de jouets. C'est des jouets colorés. Vous avez des éléments, je sais plus en quelle texture c'est, ça doit être du plastique ou alors du polystyrène sur lequel vous ajoutez de la couleur et vous donnez vie à des aliments comme les sushis. Ici vous avez aussi les fameux flippers. Alors ici je vous donne rendez-vous dans les années 60, 70, voire 80 même. Je pense que de ma génération, dans les années 80-90, on n'avait pas encore ces flippers. En fait, on était dans la génération d'après des flippers beaucoup plus évolués. Ici, c'est des flippers, comme vous pouvez le constater, ils sont en bois, assez simples. Il n'y a pas beaucoup de looping, mais en tout cas, même aujourd'hui, quand je vois ça, j'ai beaucoup d'émotions. Moi qui aime bien l'origami, vous pouvez trouver ici des papiers pour faire des pliages. Alors ici vous avez des pliages avec du papier déjà décoré pour faire des avions. Et décidément on le trouve partout, ce héros, Ultraman. Ce héros avec du papier déjà pré-décoré, vous n'avez plus qu'à plier et vous vous retrouvez avec les personnages de la série Ultraman en papier. Excellent. J'ai pas encore trouvé Bioman ici. Dans mes déambulations, j'ai envie aussi de vous montrer que ici on vous vend aussi de la nourriture rétro. Dans toutes les supérettes, vous pouvez trouver du curry. Mais ici, le curry, il est rétro. Regardez la pochette. C'est en collector. Vous avez plein d'idées cadeaux à ramener à la fin de votre voyage. Ah, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce que vous avez? Ah, mais il y a du thé, il y a du café. Alors là, celui-là, on a vraiment l'impression de plonger dans les années 70. Et c'est consommable. Promis, on est dans un quartier traditionnel. Vous avez l'impression de retourner dans un Tokyo d'une autre époque. Ici, vous avez l'occasion de manger des spécialités locales comme le tempura ou les plats de soba. De part et d'autre, vous avez des restaurants, que ce soit à droite ou à gauche, vous avez aussi des
magasins de souvenirs, beaucoup de magasins de biscuits qui vous proposent des spécialités assez particulières. Bien évidemment, vous avez des références à la série. Alors, regardez, venez avec moi encore. J'ai un autre exemple à vous montrer. Voilà, le personnage principal de la série. Et depuis tout à l'heure, je le vois en toute version, en porte-clés, en personnage de manga, en film rétro. C'est une atmosphère très particulière ici. Quand on marche dans cette allée, vous allez voir de part et d'autre des stands qui vous vendent des biscuits. Le premier, le plus connu, c'est le senbei, ce sont des gâteaux de riz soufflés japonais. Et deuxièmement, le dorayaki. Alors c'est tout simplement des gâteaux en forme de pancake enrobés de pâte de haricots rouges. Et très souvent, les Japonais le dégustent soit avec du café matcha, soit avec du saké. Je vous prie de m'excuser aujourd'hui, c'est un jour très venteux. Alors je ne sais pas si vous allez entendre ma voix malgré le vent. J'ai envie de vous parler d'un endroit très sacré. Quand on parle de Shibamata, on parle de son temple qui s'appelle le Taishakuten. La structure que vous voyez ici, elle a été construite en 1629, mais malheureusement au cours de son histoire, elle a été détruite plusieurs fois par des incendies. Tout ça, c'est dû au fait que tout a été construit en bois. Et la structure que vous voyez actuellement, elle date d'une reconstruction de 1896. Et fort heureusement, elle a été protégée des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Là, en reculant, je m'approche du temple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du temple, vous avez une représentation en statue de la déesse Kannon. Et parmi les locaux ici, elle est très connue et très efficace pour protéger les enfants et les femmes, tout particulièrement les femmes enceintes, puisque la déesse Kannon leur assure un accouchement en sécurité. Et pour les femmes qui n'ont pas encore de bébé, une très bonne fertilité. J'ai envie de vous raconter quelque chose. Vous voyez le pin qui se trouve derrière moi, c'est un symbole dans le quartier de Shibamata. Il ressemble à un dragon debout avec ses mains qui se déploient dans toutes les directions. Il a été planté en 1601 et la chose particulière, c'est qu'il a résisté à plein d'événements comme les tremblements de terre, le bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Même ses mains ont été soignées par les Japonais puisqu'ils ont mis des structures pour garder la forme originelle. Et cet arbre est devenu un symbole de résilience pour les Japonais et il est tellement important qu'il est même protégé par la ville de Tokyo. Quand j'arrive ici et que je me dis tous les touristes se dirigent à Asakusa avec la masse de monde, en fait, par mes conseils, j'espère que je suis en train de vous séduire et de vous motiver à venir ici visiter le quartier de Shibamata parce que son temple est magnifique. Là, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs,
quand vous êtes résident au Japon et surtout à Tokyo, vous avez le temps de découvrir des endroits qui ne sont malheureusement pas visités par les touristes. Regardez, c'est magnifique. Ce tapis rouge, c'est tellement calme. Il y a différents niveaux. On va aller en bas. Là, je suis en bas pour vous donner une vue panoramique sur ces passerelles construites en bois et qui sont censées vous donner une expérience immersive dans une forêt mystique avant d'atteindre les jardins situés derrière le temple. Vous voyez le tapis rouge qui recouvre toutes ces passerelles? Il a une signification. Il invite tous les visiteurs à se concentrer sur leur chemin vers la divinité, mais aussi sur leur propre voyage spirituel. Tout un programme. Je suis absolument ravi de vous amener dans ce jardin qui est situé derrière le temple Taishakuten. Il a été créé en 1929 par un célèbre concepteur de jardin de l'époque qui s'appelle Jihei Ogawa et qui était un très célèbre concepteur de jardin de l'époque. Ce jardin, c'est un jardin de type Tsukiyama, ce qui veut dire qu'il utilise des collines artificielles avec des plans d'eau afin de reproduire des plans naturels mais en miniature. Alors bien que le fait que ce jardin paraisse très grand, puisqu'il mesure quand même 2300 m², pour un jardin japonais, c'est une taille relativement petite, mais je vous rassure, ici, tous les éléments d'un jardin traditionnel japonais sont réunis. Il y a quelque chose que j'apprécie ici, c'est que vous avez différents points de vue et le concepteur du jardin, il a positionné très spécifiquement les bancs, les points de vue, les passerelles, afin que vous puissiez savourer son œuvre dans différents angles. J'ai vraiment l'impression de revivre le jardin, mais d'une autre dimension à chaque fois que je me déplace d'un point à un autre. Finalement, c'est un peu comme la vie. Face à un problème, vous mettez 50 personnes et il y aura 50 interprétations différentes. Ce que j'adore au Japon quand je suis en voyage, c'est de prêter attention aux détails. Est-ce que vous avez déjà aperçu ça au Japon? C'est des structures métalliques qu'on appelle les kusari doi. Vous savez, en France, pour évacuer l'eau de la pluie, on met tout simplement en fait un tuyau qui fait un bruit pas tout à fait harmonieux durant les averses et qui déverse l'eau à partir du toit jusqu'au sol. Eh bien, les Japonais, pour permettre de rendre ce son beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus spirituel, ils ont inventé ce système de chaînage complètement flexible. Et lors des averses, vous avez cette structure qui se balance et qui produit un son beaucoup plus harmonieux quand l'eau tombe du toit vers le sol. Les chaînages au Japon ont une très longue histoire, puisque ça date depuis la période Heian en 794 jusqu'à 1185. Et à l'époque, les chaînages étaient construits, alors vous avez différentes compositions, ça peut être fabriqué en fer, en cuivre, même en céramique. Et comme les Japonais ont un sens de l'esthétique assez poussé, très souvent ils en profitent pour en faire des sculptures. Ici, je suis face à des formes qui ressemblent, à s'y méprendre, à un enchaînement de roses.
C'est dingue, là actuellement je suis au pied du pin et quand je pense à tout ce qu'il a enduré depuis des centaines d'années, je me donne une définition du mot résilience et pour moi, la définition du mot résilience, ça serait accepter les mauvais moments de la vie et savoir naviguer à travers les torrents.